Dans le cas d'une toilette d'une personne atteinte du coronavirus et contagieuse, il est nécessaire d'utiliser à la fois une surblouse, un tablier jetable et bien sûr un masque FFP2, des lunettes de protection et des gants pour le contact avec les muqueuses, où on peut potentiellement être en contact avec des liquides biologiques. Euh, donc le protocole, pour le coup, en termes de toilette, parce que c'est un soin de grande proximité, il est assez clair, il est établi, et puis c'est un contact en plus prolongé, donc il n'y a pas de question. Voilà, on est à moins d'un mètre, on est là de manière prolongée, au contact même de la personne. Peut-être la problématique dans ces cas-là, c'est la question de l'approvisionnement en matériel. Et je crois qu'on en avait échangé pour se dire que c'était quelque chose qui était une problématique très prégnante au début de la pandémie, mais qu'aujourd'hui, cette tension sur le matériel était quand même bien moindre. Après, elle existe encore au niveau des gants, ce qui est principalement lié au mésusage des gants, comme je le disais tout à l'heure, à la crainte qu'on peut avoir par rapport au risque de contagion qui fait qu'en fait, on utilise les gants pour autre chose que pour la toilette des personnes. Et ça, c'est vrai que ça peut créer une difficulté dans l'application du protocole pour la toilette. Comment appliquer les recommandations d'un protocole d'hygiène auprès de personnes âgées, en perte d'autonomie, avec potentiellement des troubles cognitifs, avec potentiellement des problèmes d'audition, dans la mesure où, par exemple, le masque du coup devient une vraie difficulté pour la personne pour identifier, pour être à l'aise, et donc peut mettre en difficulté le professionnel pour mener à bien sa mission pendant la visite, voire même le professionnel peut se heurter à un refus de la personne, par exemple, de porter un masque ou d'ouvrir la porte. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, la première remarque, c'est de se dire qu'a priori, c'est pas parce qu'on est atteint de troubles cognitifs que on n'est pas capable de porter un masque ou d'accepter de se laver les mains. La première chose, c'est peut-être une forme déjà de se dire, euh, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont problématiques, mais euh, il y a aussi des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs, et d'ailleurs je pense que c'est la majorité d'entre elles, qui sont capables d'assurer le port du masque. Je pense que voilà, c'est quelque chose d'important à redire. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a une place pour les professionnels dans la compensation et dans l'accompagnement du handicap cognitif, à savoir l'accompagnement de la personne à se laver les mains, parce que quand on a des troubles cognitifs, on peut avoir des difficultés de coordination des mouvements, des difficultés de reconnaissance, des difficultés de mémoire pour se rappeler qu'il faut effectuer certains mouvements. Et c'est important pour le professionnel, en fait, d'accompagner la personne à pouvoir se protéger et d'essayer d'obtenir de la personne de pouvoir à chaque fois se laver les mains. Euh, sur la question du port du masque, c'est vrai que c'est quelque chose qui complique la relation. Ça complique la relation pour les personnes atteintes de troubles cognitifs et pour les personnes qui n'en sont pas atteintes. C'est quelque chose qui, globalement, euh, qui globalement impacte la qualité de la relation humaine quand on ne voit pas le visage dans son entier. Je dirais après que malheureusement, aujourd'hui, il faut faire avec. Euh, on peut se rendre compte qu'on peut maintenir une relation malgré ça. Peut-être que la relation par d'autres sens, comme par exemple le toucher, peut-être quelque chose qui peut aider à maintenir un lien de qualité entre le professionnel et la personne qui est soignée. Mais c'est vrai que euh, je pense qu'on soigne moins bien parce qu'on entre moins bien en relation quand on porte un masque et, ou quand on n'en porte pas. Après, c'est aussi une question d'habituation. On sait qu'au début, c'est compliqué de se reconnaître quand on porte un masque,
Mais avec le temps, quand on revient, quand on arrive à obtenir l'attention de la personne sur le regard ou sur la voix, on peut parfois contourner ou en tout cas amoindrir ces difficultés. Alors, je suis parfaitement d'accord avec tout ça. C'est clair que le masque, ça gêne. Alors, ça gêne les personnes âgées pour des troubles cognitifs, mais ça gêne tous les autres. Moi, je passe entre 3 et 5 minutes pendant toutes mes consultations à parler du masque. Donc, de comment il faut le porter, de comment il faut l'enlever, de comment est-ce que ça gêne, de comment est-ce que ça gêne pas, de comment est-ce qu'on s'habitue. Voilà, donc ça nous concerne tous, ce que ça nous fait de porter un masque. C'est vrai qu'on ne se reconnaît pas bien avec un masque, mais en fait, si on se reconnaît, moi je suis frappée, parce que moi je fais mes visites à domicile, donc je suis souvent masquée dans la rue, je suis frappée de ce que les gens me reconnaissent, y compris avec le masque, qui cache quand même vraiment les 2/3 de mon visage. Donc, bon. Donc effectivement, troubles cognitifs, c'est très vaste. Et notamment la capacité de reconnaître les gens qu'on voit tous les jours, c'est quand même quelque chose qui reste très longtemps préservé chez les gens qui ont des troubles cognitifs. Et moi, je me dis que quand on rentre, quand on arrive chez quelqu'un qui ne veut pas nous laisser rentrer, on peut aussi se reculer un peu, enlever le masque et dire regardez, c'est moi. Et que ça, on reste comme dans les protections, dans les éléments d'hygiène, dans la protection des gens, et qu'on peut dire regardez, c'est moi. Souvenez-vous, on met le masque parce qu'il y a l'infection, l'épidémie, et rappelez, parce que voilà, les troubles cognitifs, c'est souvent aussi des troubles de la mémoire immédiate, donc rappeler le contexte, et que finalement, ça peut être quelque chose qui peut aider à rentrer si par exemple on a du mal à rentrer. Et effectivement, ça oblige à faire preuve de beaucoup de capacité d'adaptation, d'imagination pour communiquer. Et en fait, je pense qu'on a le droit de s'autoriser à faire preuve d'imagination et que au quotidien, c'est quelque chose qui peut aider. Effectivement, ça peut être touché, ça peut être, après tout, on a un masque, on peut parler un peu plus fort à l'oreille. Ça peut être, on prend un temps pour s'éloigner un peu et puis pour parler peut-être à visage découvert, mais à 1,50 m. Voilà, peut-être parler plus, parce que c'est vrai qu'on s'exprime beaucoup avec les expressions du visage et parfois on ponctue moins ce qu'on est en train de faire et peut-être justement utiliser plus la parole que la gestuelle et notamment les mimiques. Ça peut être des choses aidantes. Je vous remercie de ces retours et ça fait vraiment écho à la question de la formation professionnelle qu'on évoquait en début de ce débat. Je crois qu'un protocole très strict ne gêne pas un professionnel qui a une formation sur la question de l'hygiène, qui s'est construit professionnellement avec la question des microbes, comme le disait le docteur de Malherbe, pour des professionnels qui n'ont pas eu d'approche. On a une école républicaine qui n'approche pas la question de l'hygiène. Donc, si la formation professionnelle plus tard ne l'a pas fait, c'est une première finalement de s'habituer à ces questions-là, s'émanciper du protocole tel qu'il est décrit et donc trouver des solutions, ça devient difficile. Et donc, je pense que dans le temps, il va falloir penser aussi à la formation sur l'hygiène pour redonner un petit peu d'autonomie aux professionnels et de capacité à assouplir les protocoles, mais toujours dans un respect, malgré tout, de règles d'hygiène nécessaires en période épidémique.